Le 14 février, Camille Dubois comprend que les dates n'ont aucun respect pour l'ironie. Alors que d'autres dînent aux chandelles, elle est au service du soir dans un petit restaurant de quartier à Lyon, entre la Part-Dieu et les quais du Rhône. Les tables sont serrées, les couples aussi, des roses rouges, des menus spécial Saint-Valentin, des rires. Camille jongle entre les assiettes, le terminal de carte bancaire et les « encore 2 minutes, s'il vous plaît ». Dans sa poche, son téléphone vibre pour la 3e fois en moins d'1 heure. Elle profite d'un passage en cuisine pour jeter un coup d'œil à l'écran. Nounou Sarah, Léo ne veut pas dormir sans toi. Tu peux l'appeler? Une vague de culpabilité la traverse. Léo a 6 ans, des yeux sombres et une énergie qu'elle n'a pas toujours les moyens de suivre. Père disparu avant sa naissance, pension jamais versée, heures de service coupées. La vie de Camille ressemble depuis des années à un exercice d'équilibriste sur un fil trop fin. Elle compose rapidement le numéro de la nounou. « Coucou mon cœur, c'est maman. Tu rentres quand ?» gémit la petite voix au bout du fil. « Dès que j'ai fini ici. Tu dormiras peu, être déjà, mais je viens te faire un bisou. Promis. » Elle raccroche, avale un café tiédi et retourne en salle. La soirée se termine enfin vers 23h30. Le restaurant se vide, on empile les chaises, on compte les pourboires. « Tu peux sortir les poubelles et c'est bon pour ce soir », lance le patron, manteau déjà sur le dos. Camille s'exécute, enfile son blouson trop fin et sort les sacs dans la ruelle derrière. Il fait froid. Le ciel est clair. Elle remonte la rue en vitesse pour rejoindre l'arrêt de tram. Dans ses écouteurs, une vieille playlist tourne en sourdine. Elle pense à la lessive qu'elle devra lancer en rentrant, au rendez-vous avec l'assistante sociale la semaine prochaine, à la boîte de céréales qui se vide trop vite. Quand elle arrive au coin de sa rue, elle comprend que quelque chose ne va pas. Une odeur de brûlé, d'abord, plus forte que celle des cheminées. Puis une lumière orange qui clignote au loin. Et enfin le bruit, les sirènes, son immeuble. Il y a du monde sur le trottoir, des voisins en pyjama, des pompiers qui crient des instructions, des flammes qui lèchent les fenêtres du 3e étage. Le 3e étage, le sien. Camille se met à courir. Léo, Léo, quelqu'un la retient par le bras. Madame, vous ne pouvez pas passer. Mon fils est là-dedans, hurle-t-elle. Non, non. Il est avec la nounou, la femme du 2e, là-bas. Une voisine en robe de chambre lui fait de grands gestes. Camille se tourne, aperçoit Sarah, la nounou, qui tient un Léo en larmes dans ses bras. Elle se précipite, arrache presque l'enfant à la jeune femme et l'enlace si fort que Léo proteste. « Maman, tu me fais mal. » Elle desserre un peu son étreinte, le couvre de baisers. « Tu étais où ?» On a entendu le boum, et après ça a senti fort. Raconte T, il entre 2 sanglots. « Je suis là maintenant. » Derrière elle, un pan de façade s'effondre dans un nuage d'étincelles. Les pompiers l'éloignent, la regroupent avec les autres sinistrés dans un coin de la rue. On distribue des couvertures de survie, des bouteilles d'eau, des chaussons. On va vous reloger temporairement au gymnase du quartier, annonce un représentant de la mairie, fatigué, la voix amplifiée par un mégaphone. On prendra vos identités là-bas. Camille serre Léo contre elle. On ne peut pas remonter? Non, madame, c'est trop dangereux. Même pour prendre rien qu'un sac. Elle pense à tout ce qui se trouve encore là-haut. Les dessins de Léo, les photos de sa mère morte trop tôt, les courriers qu'elle garde au cas où, la petite boîte de souvenirs qu'elle n'a jamais montrée à personne. « Je suis désolé », répète le pompier. Elle avale sa salive, sent la panique se transformer en une boule dure dans sa gorge. En quelques heures, elle a perdu son appartement, ses affaires, son refuge fragile. Elle n'a plus rien, juste Léo, grelottant dans ses bras, et un sac à main
avec un téléphone presque déchargé, un porte-monnaie maigre et une clé qui n'ouvre plus rien. Dans le bus qui les emmène vers le gymnase, Léo finit par s'endormir, épuisé. Camille, elle, reste éveillée. Elle regarde par la fenêtre les lumières de la ville qui défilent. Une pensée obstinée tourne dans sa tête. Comment on fait maintenant? Le gymnase du quartier, qu'elle ne fréquentait jusque-là que pour la kermesse de l'école, s'est transformé en centre d'hébergement d'urgence. Les paniers de basket ont laissé place à des rangées de lits de camp. Les affiches de tournois sont couvertes de papier scotché avec des listes de noms. Il fait froid. Ça sent le plastique et le café. Un bénévole de la Croix-Rouge les installe sur 2 lits côte à côte. Essayez de vous reposer un peu. Demain matin, les assistantes sociales de la ville passeront pour prendre vos situations. Camille acquiesce vaguement. Léo dort déjà, recroquevillé sous une couverture qui gratte. Camille s'assoit sur le bord de son propre lit de camp, le regard perdu. Des larmes montent. Elle les retient. Ce n'est pas le moment. Elle sort son téléphone pour prévenir son patron. Camille. Il y a eu un incendie dans mon immeuble. Je suis au gymnase avec Léo. Je ne pourrai pas venir demain. La réponse tombe quelques minutes plus tard. Patron. Le bistrot des Halles. Mince. Tiens-moi au courant. Repose-toi. Pas de promesse d'aide. Pas de « on est là ». Juste la neutralité polie d'un employeur qui pense au planning du lendemain. Camille éteint l'écran, s'allonge sans enlever ses chaussures. Elle ne dort presque pas. À peine elle ferme les yeux que l'image des flammes revient. Au petit matin, un brouhaha la tire de sa torpeur. La lumière froide pénètre par les vitres hautes du gymnase. Les bénévoles s'activent, distribuent des petits déjeuners, des gobelets de chocolat chaud aux enfants. Camille accompagne Léo aux toilettes communes, essaie tant bien que mal de lui laver le visage avec un gant humide. « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demande-t-il, encore ensommeillé. Elle inspire, cherche une réponse acceptable. « On va trouver un autre endroit pour dormir, d'accord? Pour l'instant, on reste ici. Mais mes jouets ?» Elle sent son cœur se serrer. « On reviendra voir avec les pompiers ce qu'on peut récupérer, » promet-elle, même si elle n'en sait rien. Alors qu'elle revient vers les lits, un petit attroupement se forme près de l'entrée du gymnase. Camille n'y prête pas attention tout de suite. Ce n'est que lorsque Léo, en lui tirant la manche, s'exclame « Oh, la dame de l'école !» qu'elle lève la tête. À l'entrée se tient la directrice de l'école de Léo, entourée de 2 personnes qu'elle ne connaît pas. Une femme en tailleur sobre, portant un badge de la mairie, et un homme en manteau sombre, écharpe baigne, l'air légèrement mal à l'aise dans ce gymnase improvisé. Un homme qu'on remarque, sans savoir pourquoi, grand, la quarantaine. Les traits tirés, mais marqués par une certaine élégance, qu'aucune nuit blanche ne semble effacer. Ils avancent entre les lits, serrent des mains, écoutent, prennent des notes. La directrice aperçoit Camille. « Ah, Camille !» Elle vient à sa rencontre. « Comment va Léo ?» Il tient le coup. Le petit garçon s'est déjà précipité vers un coin du gymnase où des bénévoles ont installé une table de jeu et de coloriage. « Je voulais te dire que l'école est mobilisée », poursuit la directrice. « On organise une collecte de vêtements et de fournitures. Merci. » Camille sent sa gorge se serrer. « Je te présente aussi Monsieur Arnaud Lefebvre », ajoute la directrice. L'homme en manteau sombre s'avance, lui tend la main. « Bonjour », dit-il d'une voix basse. « Bonjour », répond-elle, un peu intimidée. « Monsieur Lefebvre est… » La femme au badge de la mairie intervient. Monsieur Lefebvre est le PDG de Saphir Résidence, la société qui gère l'immeuble. Le monde de Camille s'arrête sur ces quelques mots. La société qui gère l'immeuble. Elle retire sa main, avant d'avoir vraiment serré la sienne. Quelque chose se durcit dans ses yeux. « Enchanté », murmure-t-elle, sans que cela sonne vraiment convaincant. Arnaud remarque le mouvement, la façon dont son visage se ferme.
Il ne peut pas lui en vouloir. Il n'a pas dormi non plus. Toute la nuit, il a lu et relu les premiers rapports. Départ de feu au rez-de-chaussée, probable court-circuit dans un local technique, propagation rapide via la cage d'escalier. L'immeuble était ancien. Les travaux de mise aux normes électriques étaient planifiés pour le mois prochain. Un mois de trop. Arnaud Lefebvre dirige Saphir Résidence depuis 6 ans. Un parc de logements à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Il a repris l'entreprise de son père, l'a modernisée, digitalisée, développée. Il se voulait PDG responsable, soucieux de l'impact social. Et le voilà, un matin d'hiver, devant des familles qui ont tout perdu dans un immeuble portant le logo de sa société. Il se sent coupable. Même si l'enquête déterminera sans doute des responsabilités partagées, même si les normes, les délais, les assurances, il s'en fiche. Il voit les lits de camp, les enfants en pyjama, les regards perdus. Il pense à sa fille, Emma, 9 ans, qui a encore ce matin-là râlé parce qu'il avait mis la tartine à l'envers dans le grille-pain. Il pense à ce qu'il aurait ressenti si elle, avait dormi dans un gymnase glacé. La femme de la mairie parle, explique les étapes à venir. Relogement temporaire dans des hôtels, accompagnement social, démarche d'assurance. Arnaud écoute d'une oreille, le regard fixé sur Camille qui, debout à côté de son lit de camp, tient sa tasse de café en carton comme une bouée. Il remarque ses mains tremblantes, sa fatigue, la détermination derrière ses yeux cernés. Quand la responsable municipale termine, Arnaud prend la parole. « Je tenais à venir vous voir en personne, » dit-il. Les regards se tournent vers lui. Certains sont hostiles, d'autres simplement épuisés. « Je sais que des mots ne suffiront pas, » continue-t-il, « mais je tiens à vous dire que la société que je dirige prendra ses responsabilités. Nous allons, il cherche ses mots, nous allons avancer le versement des indemnisations, organiser un fonds d'aide d'urgence pour que vous puissiez racheter des vêtements, des fournitures de base, sans attendre les délais des assurances. Vous n'aurez pas à payer de loyer pendant toute la durée où vous ne pourrez pas rentrer chez vous. » Un murmure parcourt l'assemblée. « Et on va enfin faire ces travaux qui devaient être faits depuis longtemps. » Lance une voix acide. Arnaud encaisse. « Oui, » répond-il. « Et je suis désolé que ça n'ait pas été fait plus tôt. » Camille le regarde. « Désolé. » Le mot rebondit dans sa tête. Elle a envie de hurler qu'un « désolé » ne lui rendra pas le dessin préféré de Léo, ni ses albums photos, ni le peu de meubles qu'elle avait réussi à acheter d'occasion. Mais elle se tait. Elle a cette fatigue particulière des gens qui n'ont plus d'énergie pour être en colère. Plus tard, alors qu'elle remplit des formulaires avec l'assistante sociale, Léo vient la chercher par la main. « Maman, tu viens voir, ils ont des livres. » Il l'entraîne vers un coin où des bénévoles ont installé une petite bibliothèque improvisée. Là, assis sur une chaise, Arnaud est en train de lire une histoire à un petit groupe d'enfants. Sa voix se fait plus douce, presque maladroite, quand il prend un ton de loup ou de princesse. Emma lui a fait le coup la veille. « Papa, tu lis très mal, on dirait que tu fais un mail. » Alors, il essaie de s'appliquer. Léo se glisse sur un tapis, écoute, fasciné. Camille reste à distance. Elle ne sait pas quoi penser. Ce type, c'est celui qui signe des papiers dans un bureau chaud, qui décide de quand on lance des travaux ou pas. C'est aussi celui qui lit un livre à son fils, ce matin, parce qu'il se sent peu, être coupable, ou parce qu'il a compris que les histoires peuvent maintenir un enfant debout. Quand l'histoire se termine, les enfants applaudissent, certains par politesse, d'autres sincèrement. Léo se tourne vers Camille. « Tu peux lui dire merci », chuchote-t-il. Elle hésite, puis avance de quelques pas. « Merci pour l'histoire », dit-elle. Arnaud relève la tête, croise son regard. « C'est moi qui vous remercie de l'avoir laissé venir m'écouter. » Un silence. On entend le bruit des chaises qu'on déplace derrière,
les bénévoles qui parlent. Camille n'a pas envie de faire la conversation. Mais une question lui échappe. « Vous avez des enfants ?»« Oui, une fille. Emma. 9 ans. Elle sait. »« Pour ici ?»« Oui. » Je lui ai expliqué qu'il y avait des enfants qui avaient perdu leur maison cette nuit. Elle a voulu donner quelques-uns de ses jouets. Il désigne un carton à côté de la bibliothèque improvisée. Camille reconnaît une poupée presque neuve, des livres, des peluches. « Merci », murmure-t-elle. Arnaud se sent maladroit, inutile. Il voudrait faire plus. Tout ce qu'il peut proposer, pour l'instant, ce sont des chiffres, des procédures, des fonds d'aide d'urgence. Alors il ajoute, un peu brusquement, « Si vous avez besoin d'une avance sur l'indemnisation, si la mairie met du temps à vous reloger, voici. » Il sort une carte de visite de sa poche. « C'est mon adresse mail directe. Je répondrai. » Camille baisse les yeux vers la carte, la prend du bout des doigts. Le nom Arnaud Lefebvre est imprimé en lettres sobres, suivi de président-directeur général et du logo de Saphir Résidence. Léo lève la tête, innocent. C'est quoi PDG? Arnaud hésite une seconde. C'est le chef d'une entreprise. Comme dans les dessins animés où le chef, c'est un méchant? Demande Léo sérieusement. Camille se crispe. Arnaud esquisse un sourire un peu triste. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de ce qu'il en fait. Léo réfléchit, puis conclut. Là, t'as lu une histoire, alors t'es pas trop méchant. Les adultes ne savent pas quoi répondre. Camille finit par ranger la carte dans son sac. Pour l'instant, elle a besoin de café, de formulaires remplis, d'un toit pour ce soir. Elle n'a pas besoin d'un PDG, même s'il lit bien les histoires. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Les jours suivants ressemblent à une longue suite de rendez-vous, d'attentes, de papiers à signer. La mairie reloge les sinistrés dans des hôtels en périphérie. Camille et Léo se retrouvent dans une petite chambre au mobilier impersonnel, vue sur un rond-point. « C'est comme des vacances, non ?» tente Camille, avec un enthousiasme forcé. « Il n'y a pas de jouets, » répond Léo, lucide. Alors ils improvisent, des cabanes avec les coussins, des dessins sur des feuilles récupérées au petit déjeuner, des histoires inventées le soir. Camille continue à travailler au restaurant. Le patron lui a accordé quelques jours, puis les factures l'ont rattrapé. « Tu peux reprendre ? On est en sous-effectif. » Alors elle reprend. Elle laisse Léo à une nounou recommandée par l'assistante sociale. Sarah a dû retourner à ses études et file entre l'hôtel et le service du soir. Son compte en banque affiche des chiffres inquiétants. Les indemnités de l'assurance tardent. Le fonds d'aide d'urgence, évoqué par Arnaud, n'apparaît pas encore. Chaque matin, elle vérifie son compte. Rien. Elle commence à se demander si la carte de visite dans son sac ne sert pas juste à éponger un peu la conscience d'un dirigeant. Un soir, à bout, après avoir payé la nouvelle paire de chaussures de Léo, l'ancienne est restée sous les gravats. Elle se décide. Elle sort la carte, compose l'adresse mail, ses doigts tremblent en tapant. « Bonjour, je suis Camille Dubois, locataire de l'immeuble de la rue des Bleuets, sinistré de l'incendie du 14 février. Je n'ai toujours pas reçu d'aide d'urgence et je commence à avoir des difficultés pour payer les frais de tous les jours. Je sais que vous avez beaucoup de dossiers, mais je me permets de vous rappeler votre proposition. Cordialement, Camille Dubois. » Elle relit 3 fois, efface une phrase plus agressive qu'elle avait écrite au début, puis envoie. Elle ne s'attend pas à une réponse. Elle en reçoit une 15 minutes plus tard. « Madame Dubois, merci de m'avoir écrit. Vous avez raison de me rappeler ma promesse. Le fonds d'aide d'urgence est en cours de déblocage, mais les procédures prennent plus de temps que prévu. Cela ne devrait pas être votre problème. Si vous en êtes d'accord, pouvez-vous passer demain à notre agence de quartier? Je m'arrangerai pour qu'un acompte vous soit versé immédiatement. » Arnaud Lefebvre. Camille reste un moment à fixer l'écran. Elle ne s'attendait pas à ce
Je m'arrangeai. Le lendemain, entre un rendez-vous à la CAF et son service du midi, elle passe par l'agence Saphir Résidence du quartier. Le bureau sent le café et le papier neuf. Une employée l'accueille, l'air étonné. « Vous avez rendez-vous ? Monsieur Lefebvre m'a demandé de venir. » Elle montre le mail sur son téléphone. L'employé lève les sourcils, décroche son combiné, compose un numéro. Quelques minutes plus tard, Arnaud arrive, un dossier à la main. « Madame Dubois, merci d'être venue. » Il la conduit dans un petit bureau. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, » dit-il. Il pose une feuille devant elle. C'est un document pour un versement exceptionnel d'avance sur indemnisation. Ce n'est pas un prêt, c'est une aide. Elle lit rapidement. « Je n'aurai pas à le rembourser ? » ?»« Non. » »« Et pourquoi moi ?» La question lui échappe. Arnaud la regarde dans les yeux. « Parce que vous avez osé demander. Et parce que vous avez un enfant à charge, un travail avec des horaires difficiles, aucune famille proche à Lyon, si j'ai bien compris les informations de la mairie. » Elle se crispe. « Vous avez lu mon dossier ? J'ai regardé vos coordonnées. J'ai demandé à l'assistante sociale de la ville quelles étaient les situations les plus urgentes. La vôtre en faisait partie. » Elle hésite, partagée entre gratitude et une sensation désagréable d'être analysée. « Je ne suis pas une statistique, » murmure-t-elle. « Je sais, » dit-il doucement. « C'est précisément pour ça que je vous reçois en personne. » Il sort un chéquier. « Je peux vous faire un chèque aujourd'hui et un virement dans quelques jours. Ce n'est pas miraculeux, mais ça peut aider pour les prochains mois. » Camille avale sa salive. « Vous faites ça pour vous racheter ?» La question est crue, mais honnête. Arnaud prend une seconde avant de répondre. « En partie, oui. Il ne ment pas. Je ne peux pas revenir en arrière, ni effacer ce qui s'est passé. Mais je peux décider de ce que je fais maintenant. » Elle le regarde, troublée par cette franchise. Elle signe. L'argent arrive sur son compte le jour même. Elle respire un peu mieux. Les semaines passent. Camille s'habitue à la chambre d'hôtel, au trajet en bus vers l'école, aux démarches administratives sans fin. À l'école, Léo s'est rapproché d'une petite fille brune, Emma, qui lui prête parfois ses crayons. Un soir, en le récupérant à la sortie, Camille entend « Papa ». Elle se tourne. Emma court vers Arnaud, un cartable presque plus grand qu'elle sur le dos. « Tu es là !»« Bien sûr que je suis là !» répond-il en lui ébouriffant les cheveux. Le cœur de Camille fait un petit bond qu'elle ne s'explique pas. Léo tire sur sa manche. « Maman, tu sais, c'est Emma. Elle est dans ma classe. Et son papa, c'est le monsieur des histoires au gymnase. »« Oui, je vois, » répond Camille, un peu sèchement. Arnaud se rapproche, Emma à la main. « Bonjour, Madame Dubois. »« Bonjour. Tu as vu, Léo ? J'ai parlé à la maîtresse. Vous avez fait un dessin de votre maison idéale, non ? » ?»« Oui, » s'enthousiasme Léo. « La mienne, elle a un jardin avec un toboggan et un chien. Moi, j'ai mis une chambre pour que Léo, il peut venir dormir, » ajoute Emma. Camille esquisse un sourire malgré elle. Arnaud en profite. « Comment ça se passe à l'hôtel ?» demande-t-il. « On fait aller, » répond-elle prudemment. « La mairie a proposé des relogements dans des résidences temporaires. Je voulais vous dire que… » « Que quoi ? » « Que si vous ne trouvez pas de solution convenable, je peux… » Il cherche ses mots. « Je peux vous aider à monter un dossier pour un logement dans un de nos immeubles récents. » Elle se crispe immédiatement. « Encore dans vos immeubles ? » Plus jamais. Le plus jamais fuse, plus violent qu'elle ne l'avait prévu. Arnaud recule un peu, comme s'il avait reçu une gifle. « Je comprends, » dit-il doucement. Elle souffle, consciente d'avoir été dure. « Je ne veux pas de traitement de faveur. En plus, je ne veux pas qu'on pense que… » Elle ne termine pas, mais le sous-entendu est clair. Qu'elle échange quelque chose contre un appartement. Arnaud prend une inspiration. Il ne s'agit pas de traitement de faveur, mais de réparer, autant que possible. Mais je ne vous forcerai à rien. Un silence. Les enfants se sont éloignés.
jouent à se poursuivre autour d'un banc. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous ne dirigez pas des immeubles qui brûlent et des chèques? Lâche Camille, un peu provocante. Il sourit, surpris. J'essaie d'être un bon père. Et ailleurs. Il hésite, puis décide de répondre vraiment. Je fais du vélo quand j'ai le temps. J'aime cuisiner avec Emma le dimanche. Et je suis bénévole dans une association qui rénove des logements pour des personnes âgées. Elle le regarde, suspicieuse. Vous êtes en train d'essayer de me convaincre que vous êtes un gentil patron? Je n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit, dit-il. Je réponds à votre question. Elle baisse les yeux. Pardon, c'est juste que... Elle cherche ses mots. La dernière fois que quelqu'un m'a proposé de m'aider, c'était mon ex. Il m'a dit qu'il allait revenir. Il n'est jamais revenu. Arnaud ne répond pas tout de suite. Je ne vous demande pas de me faire confiance, dit-il. Je vous propose des options, c'est tout. Ils sont interrompus par un cri de Léo. Maman, regarde! Il montre fièrement un dessin qu'il vient de faire sur un coin de cahier. Une maison avec 2 fenêtres et un énorme soleil. Au-dessus, il a écrit « Maison » en lettres hésitantes. Camille sent sa gorge se nouer. « Elle est très jolie, ta maison », dit Arnaud. « Un jour, j'en aurai une vraiment à moi », déclare Léo très sérieusement. Pas à l'hôtel. Camille se tourne vers Arnaud, croise son regard. Dans ce regard, il y a la même chose que dans le sien. Un mélange de tristesse et de détermination. Une idée traverse l'esprit d'Arnaud à ce moment-là. Une idée folle, un peu, il ne la formule pas encore. Il sait que les secondes chances se proposent, mais ne s'imposent pas. La nouvelle tombe un matin de mai, dans un mail sec de la mairie. Suite à l'impossibilité de réintégrer l'immeuble de la rue des Bleuets avant de longs mois, nous vous proposons, Madame Dubois, un relogement dans une résidence temporaire en périphérie de Lyon, à Saint-Priest. Camille lit et relit les mots « périphérie » et « temporaire ». Saint-Priest, c'est loin de l'école de Léo, du restaurant, de l'hôtel où elle commence à connaître les employés, de la ville où elle a ses quelques repères. Temporaire, elle connaît. Elle a l'impression que toute sa vie tient dans ce mot. Contrat temporaire, relogement temporaire, solution temporaire, rien de solide. Le soir, à l'association de quartier où elle commence à aller pour les devoirs de Léo, elle en parle à l'animatrice. Saint-Priest, soupire celle-ci. C'est loin. Et sans voiture, ça va être compliqué pour toi. Je sais. Arnaud arrive à ce moment-là, Emma à la main. Il vient parfois aider aux devoirs des plus grands, le jeudi. « Tout va bien ?» demande-t-il, voyant le visage fermé de Camille. Elle hésite, puis tend son téléphone avec le mail ouvert. « Voilà le relogement qu'on me propose. » Il lit, les sourcils froncés. « C'est loin, en effet. Je ne peux pas me permettre de passer 1h30 dans les transports matin et soir, » répond Camille. « Léo serait épuisé. Je ne pourrais plus aller travailler. »« Tu peux refuser ?» demande l'animatrice. « Et aller où? À la rue ?» Arnaud réfléchit vite. « Tu te souviens de ce que je t'ai proposé, devant l'école ?» Elle le fixe, méfiante. « Un de vos logements, oui. Ce n'était pas une figure de style. » Il sort une chemise de son sac. « J'ai demandé à mes équipes de me faire une liste des appartements libres dans nos résidences rénovées. Il y en a un dans le 8e, à 20 minutes à pied de ton restaurant, à 15 minutes de l'école de Léo. » Camille le regarde, comme si ce dossier était un piège. « Combien? Le loyer? » « Un peu moins que ce que tu payais avant, pour un logement plus grand. » « Pourquoi moins? » « Parce qu'on a mis en place, après l'incendie, un dispositif de loyer solidaire pour les sinistrés. Vous faites de la philanthropie maintenant? Le sarcasme lui échappe. Arnaud ne se vexe même pas. Disons que je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il pousse doucement le dossier vers elle. Tu peux lire tranquillement. Tu peux dire non. Mais si tu veux une alternative à Saint-Priest, elle est là.
Camille ouvre le dossier. Des photos en couleur, un salon lumineux, 2 chambres, une cuisine avec des placards encore vides, un petit balcon donnant sur des arbres. Dans un coin, un plan du quartier. Elle reconnaît les rues, le métro, le parc où elle allait parfois avec Léo. Elle sent les larmes monter. « Je n'ai pas de caution », murmure-t-elle, « ni de garant. La société se porte garante. Ça ne se fait pas. Ça se fait maintenant. » Elle referme le dossier d'un geste sec. Pourquoi moi? Pourquoi cet acharnement à vouloir m'aider, moi? Arnaud marque un temps. Les autres bénévoles ont la délicatesse de s'éloigner légèrement, tout en gardant un œil sur les enfants. « Parce que tu es en face de moi », répond-il simplement. « Parce que j'ai une responsabilité, pas seulement juridique, mais morale. Et parce que… » Il hésite, puis se lance. « Parce que j'ai envie de croire qu'on peut faire quelque chose de bien à partir de ce qui a été un désastre. Et tu t'imagines quoi? Que je vais dire merci, qu'on va devenir amis, et que tu pourras te regarder dans la glace en disant « Je ne suis plus un méchant PDG, regardez comme je suis généreux. » Elle le regarde, furieuse, mais aussi blessée. « Je n'ai pas besoin d'un sauveur. »« Je sais, » répond-il calmement. « Tu t'en es sorti seul jusqu'ici. Tu t'en sortiras encore. » Il marque une pause. Mais parfois, même les gens forts ont le droit d'accepter qu'on leur tende la main. Elle reste silencieuse. La colère retombe, laisse place à la fatigue. « Je ne sais plus quoi faire », avoue-t-elle dans un souffle. « Alors prends quelques jours pour réfléchir », dit-il. « L'offre ne disparaîtra pas. » Les jours passent. Camille tourne et retourne la proposition dans sa tête. Un soir, à l'hôtel, alors que Léo est endormi, elle prend un carnet et trace 2 colonnes. Saint-Priest, loin du travail, loin de l'école, loin de tout ce qu'on connaît. Mais solutions proposées par la mairie, appartement Saphir, proche du travail, proche de l'école. Beau, lumineux, mais dépendant du PDG qui gère l'immeuble qui a brûlé, elle reste longtemps à fixer la dernière ligne. La question qui la hante est simple. Est-ce que j'accepte qu'un homme qui représente tout ce que je redoute, le pouvoir, l'argent, les décisions prises loin de ma vie, puisse cette fois être du bon côté pour moi? Le lendemain matin, alors qu'elle hésite encore, l'hôtel reçoit un appel. Une fuite d'eau importante dans l'étage. « On doit vous reloger dans un autre établissement, madame, pour quelques jours. » Encore. Camille éclate en sanglots dans le couloir, devant un réceptionniste gêné. C'est la goutte de trop. Elle sort son téléphone, ouvre le mail d'Arnaud, écrit seulement « Pour l'appartement, c'est tout oui ». La réponse arrive presque aussitôt. « Merci pour votre confiance. On s'occupe de tout. » L'emménagement est fixé 2 semaines plus tard. Léo, qu'elle avait tenu à tenir à l'écart de ses hésitations, découvre l'appartement un samedi matin. Il court d'une pièce à l'autre. « C'est à nous tout ça ?»« Oui », répond Camille, la voix tremblante. « Même le balcon ?»« Même le balcon. » Il sort sur le petit espace. Regarde les arbres. « On pourra mettre des plantes, si tu veux. » Et un jour, un chien. Elle rit, pour la première fois depuis longtemps. On va déjà essayer de survivre avec un ficus. D'accord? Arnaud passe quelques minutes pour s'assurer que tout se passe bien avec les clés, l'état des lieux, les meubles basiques fournis par la société. Il débarque avec un carton de vaisselle neuve et un sac de draps encore emballé. « Ce n'était pas nécessaire », dit Camille, gênée. « Je sais. » Léo se précipite vers lui. « Regarde ma chambre. » Il l'attrape par la main, l'entraîne pour lui montrer les murs encore vides, le matelas posé au sol, les 2 voitures miniatures rescapées de dons. « On va mettre des dinosaures là, » explique-t-il, très sérieux. Arnaud sourit. C'est un excellent projet. En sortant de l'appartement, Arnaud croise le regard de Camille dans l'embrasure de la porte. « Merci, » dit-elle simplement. Elle ne précise pas si c'est pour l'avance, l'appartement, la patience. Il hoche la tête. « Tu n'as pas à me remercier. » Peu à peu,
Une nouvelle routine se met en place. Camille reprend pleinement son travail, sans avoir à traverser la ville en bus. Léo retrouve un trajet normal pour l'école. Le soir, ils rentrent chez eux. Chez eux. Camille savoure la phrase. Même si le nom de Saphir Résidence est toujours sur la boîte aux lettres. Un jeudi, alors qu'elle sort les poubelles, elle aperçoit Arnaud dans la cour. Il parle avec un autre locataire, en jean et pull, sans costume. « Vous habitez ici » demande-t-elle, surprise. « Non, mais je viens parfois voir sur place comment ça se passe. Les PDG, ça fait ça d'habitude ? Non. Mais je n'ai plus très envie d'être un PDG, d'habitude. » Elle sourit, malgré elle. Les semaines qui suivent, ils se croisent régulièrement. Au détour d'un escalier, devant l'école, à l'association de quartier. Emma et Léo deviennent complices. « On peut aller jouer chez Emma » demande Léo un samedi. Camille hésite. Arnaud la rassure. « On habite à 10 minutes, tu peux passer quand tu veux. » Elle finit par accepter. La première fois qu'elle entre dans l'appartement d'Arnaud, elle remarque les livres partout, les dessins d'Emma accrochés au mur, le parquet un peu usé sous le tapis de la salle de jeu. Rien d'ostentatoire. Juste un lieu habité. « Tu veux un café ?» propose Arnaud. « Je ne vais pas rester longtemps. Un café, c'est 10 minutes. » Elle finit par s'asseoir dans la cuisine, tasse entre les mains. « Tu as toujours vécu comme ça ?» demande-t-elle en regardant la cafetière design, les meubles assortis. « Comme ça ? Dans le confort. » Il réfléchit. « J'ai grandi dans un milieu à l'aise, oui, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Moi non plus. Je n'ai pas choisi d'être fauché, lâche-t-elle. Il acquiesce. On ne choisit pas d'où on part. On choisit ce qu'on en fait. Après. Il la regarde. Tu as déjà pensé à faire autre chose que serveuse ? Elle se crispe. Pourquoi ? Tu trouves que ce n'est pas assez bien ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que, l'autre jour, Léo m'a parlé de tes gâteaux. Elle rougit. Mes gâteaux ? Oui. Il a dit, ma maman, c'est la meilleure pour les tartes aux pommes du monde entier, même de l'espace. Elle éclate de rire. Il exagère. Peut être. Mais ça m'a donné envie de goûter. Elle hausse les épaules. Ma mère était pâtissière, confie-t-elle. Elle m'a appris, quand j'étais gamine. J'ai toujours aimé ça. Mais, les formations sont chères. Il faut du temps, de l'argent. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Alors je fais des tartes pour les copines ou pour les voisins. Arnaud réfléchit. Tu sais que, dans un de nos immeubles, on a un local commercial vide depuis des mois ? Elle fronce les sourcils. Non. Et alors ? Et alors ? Imagine un petit salon de thé-pâtisserie, tenu par une certaine Camille Dubois, avec les tartes aux pommes, du monde entier, même de l'espace. Elle secoue la tête. Tu es fou. Peut être. Tu crois que je vais encore accepter un cadeau géant de ta part ? Ce ne serait pas un cadeau. Ce serait un projet. Il pose sa tasse, la regarde droit dans les yeux. Je pourrais t'aider à monter un dossier, à obtenir des aides, à négocier un bail avantageux. Tu ferais tout le reste. Elle sent son cœur s'emballer. Une part d'elle, celle qui se souvient des après-midi à faire des chouquettes avec sa mère, brûle d'envie. L'autre, celle qui a appris à se méfier de tout ce qui semble trop beau, hurle prudence. Tu veux faire de moi un panneau publicitaire vivant pour ta société, c'est ça ? Arnaud se fige. Non. Avoue, ça ferait bien dans une interview. Nous soutenons la reconversion d'une sinistrée de l'incendie au sein d'un commerce local. Il ferme les yeux une seconde. Je n'ai pas parlé d'interview. Peut être pas encore, mais elle se lève, posa sa tasse un peu trop fort. Je ne veux pas être un projet pour toi, Arnaud, ni un cas social à sauver. Camille, non. Tu as déjà fait beaucoup. Trop, peu, être. L'appartement, l'avance d'indemnisation, je t'en suis reconnaissante. Mais là, c'est trop. Elle va vers la porte. Merci pour le café. Il ne la retient pas.
Quand la porte se referme, Arnaud s'appuie contre le plan de travail. Il se sent idiot. Il a voulu proposer une seconde chance. Il s'est comporté comme un patron qui parle d'opportunités de carrière alors qu'on lui parle de survie. Il passe la soirée à tourner en rond dans son salon. Emma, perceptive, finit par poser la question. « Tu es triste, papa ?»« Un peu. »« C'est à cause de la dame de Léo ?» Il hausse un sourcil. « Pourquoi tu dis ça ? Tu as souri bizarrement quand elle est venue. » Les enfants ont cette façon désarmante de mettre des mots là où les adultes esquivent. Arnaud sourit faiblement. « C'est compliqué. Tu peux lui offrir un gâteau, » propose Emma très sérieusement. « Quand moi je me dispute avec Salomé, on s'offre des bonbons et après ça va mieux. » Il rit. « J'y penserai. » De son côté, Camille passe une très mauvaise nuit. Les mots durs qu'elle a lancés tournent dans sa tête. Panneau publicitaire vivant, cas social à sauver, elle sait qu'elle a visé, par réflexe de défense, là où ça fait mal. Le lendemain, elle reçoit un message de l'assistante sociale. « J'ai appris que vous aviez eu une proposition de projet de la part de Monsieur Lefebvre. C'est une chance, vous savez. Peu de gens ont ce genre de soutien. » Elle a envie de répondre. « Oui, et alors ?» Mais elle supprime le brouillon. L'après-midi, à l'association, Arnaud n'est pas là. Léo demande. « Il est où, le papa d'Emma ?»« Il doit travailler, » répond Camille. Elle s'entend répondre, et une pointe de nostalgie s'y glisse déjà. Les jours suivants, ils évitent de se croiser. À l'école, ils se contentent de salutations polies. Un soir, en rentrant, Camille trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans timbre, glissée à la main. À l'intérieur, quelques feuilles agrafées. En première page, étude de faisabilité, salon de thé, pâtisserie, local 12, rue des Peupliers. En dessous, un mot écrit à la main. Je sais que tu n'as pas envie d'en entendre parler. Mais au cas où, je voulais que tu vois que ce n'est pas un rêve impossible. Rien n'est signé. Rien n'est décidé sans toi. A. O. A. Camille s'assoit sur le canapé, lit. Le dossier est clair, pédagogique, estimation des charges, aide potentielle pour les créateurs d'entreprises, projection de revenus sur 3 ans. Ce n'est pas un conte de fées. Le document mentionne aussi les risques, les mois difficiles au début, la nécessité de travailler beaucoup. Elle se sent partagée. Elle pense à sa mère, au fourneau, à l'odeur de brioche. Elle pense aussi à toutes les fois où elle s'est pris la réalité en pleine figure, en espérant quelque chose de meilleur. Le lendemain matin, Léo, qui a trouvé les papiers sur la table, demande « C'est quoi ça ?»« Un projet. C'est pour toi ? Peut être. Si tu fais des gâteaux pour de vrai, je pourrais dire à tout le monde « C'est ma maman la chef ?» Ses yeux brillent. Camille sourit, malgré elle. « Oui, peut être. » Elle reste quelques secondes à le regarder. Puis, avant de partir travailler, elle glisse les feuilles dans son sac. « On verra, » se dit-elle. « On verra. » L'été approche. Lyon se couvre de lumière et de chaleur. Les terrasses se remplissent. Les enfants jouent plus longtemps dans les parcs. Camille, poussée par un mélange de curiosité et de peur, se rend à un rendez-vous à la Chambre des métiers pour parler de son projet. Là, un conseiller lui explique les démarches, les aides possibles, les formations courtes qu'elle peut suivre en horaires aménagés. Avec votre expérience en restauration et vos compétences en pâtisserie, votre projet tient la route, affirme T-il. Sauf si personne ne vient, objecte-t-elle. Ça, c'est la part de risque de tout entrepreneur. Le mot la fait sourire. Entrepreneur. Elle qui s'est toujours définie comme serveuse, mère solo, galérienne, se voit soudain proposer une nouvelle étiquette. Elle sort du rendez-vous avec la tête pleine et, presque malgré elle, compose le numéro d'Arnaud. « Allô ? C'est Camille. » Silence d'une seconde. « Bonjour, » répond-il. « Pour le
projet de salon de thé. Oui, elle sent sa gorge se serrer. Est-ce que l'offre tient toujours? Il y a un souffle au bout du fil, comme un soupir de soulagement. Oui. Alors, j'ai besoin qu'on en parle. Il se retrouve dans le fameux local, rue des Peupliers. Un ancien pressing vide, les murs défraîchis, une grande vitrine donnant sur la rue. C'est moche, commente Camille. Pour l'instant, oui, admet Arnaud. Et tu crois vraiment que des gens viendraient manger des gâteaux ici? Pas si tu continues à dire que c'est moche, non. Elle rit. Il se tourne vers elle, sérieux. Je peux faire refaire les murs, l'électricité, la plomberie. C'est mon domaine. Et moi, toi, tu fais vivre l'endroit. Il sort un contrat de son sac. Je te propose un bail à loyer progressif. Les 6 premiers mois, tu paies un loyer symbolique, ensuite on augmente petit à petit. Ça te laisse le temps de te lancer. Et en échange, tu travailles sérieusement ton projet. Tu suis la formation dont on a parlé. Tu fais des gâteaux à tomber par terre. Tu crées un lieu où les gens auront envie de revenir. Tu n'es pas mon patron, insiste TL. Non. Je suis ton bailleur. Tu n'es pas mon associé? Non plus. Alors, tu es quoi? Dans cette histoire, il prend une seconde. Quelqu'un qui t'ouvre une porte. C'est toi qui décides de la franchir ou pas. Elle respire profondément. J'ai peur, avoue-t-elle. Moi aussi, dit-il. De quoi? Que tu regrettes. Que ça ne marche pas. Que tu m'en veuilles. Elle secoue la tête. Je t'en veux déjà, tu sais, pour l'incendie. Il baisse les yeux. Je sais. Mais, elle cherche ses mots. Je commence aussi à te voir autrement que comme le PDG de l'immeuble qui a brûlé. Il relève la tête. Comment? Comme un père un peu maladroit qui lit des histoires au gymnase. Comme un homme qui se pointe à l'association Engine pour expliquer les divisions à des collégiens. Comme quelqu'un qui a l'air plus vivant ici que dans ses réunions, j'imagine. Un sourire lui échappe. Tu imagines bien. Elle se mord la lèvre. Je ne veux pas que ma vie dépende de toi. Je ne veux pas non plus qu'elle dépende de moi. Je veux juste, il hésite, faire partie de l'histoire si tu le souhaites. Elle regarde le contrat. Elle pense à Léo, à ses yeux quand il parle des gâteaux de maman. Elle pense à sa mère, à la chaleur du four. Elle pense à la nuit de l'incendie, à la sensation d'avoir tout perdu. Et elle pense à ce gymnase, à ce propriétaire venu en personne, alors qu'il aurait pu se cacher derrière des avocats. D'accord, dit-elle enfin. Elle signe. Les mois suivants sont un marathon. Camille enchaîne les services au restaurant et les soirées à poncer les murs du futur salon. Arnaud passe parfois, en jean et t-shirt, pour aider à monter des étagères, mesurer la vitrine, discuter avec l'électricien. Tu sais, je pourrais très bien payer des gens pour faire tout ça. Plaisante-t-elle un soir, un pinceau à la main. Je le fais déjà. Mais j'avais besoin de voir autre chose que des tableaux Excel. Emma et Léo jouent dans un coin, construisant une maquette du salon de thé avec des cartons. Là, ce sera le coin pour les enfants, explique Emma. Avec des livres et des coloriages, ajoute Léo. Un jour, alors qu'il peigne le mur du fond en jaune pâle, Arnaud éclate de rire. « Quoi ?» demande Camille. « Si on m'avait dit, il y a 1 an, que je passerais mes samedis à repeindre un ancien pressing pour une sinistrée qui m'insulte un jour sur 2, elle lui lance un regard faussement outré. « Je ne t'insulte pas un jour sur 2. Tu as fait des progrès, concède-t-il. Les gestes deviennent peu à peu plus naturels. Une complicité s'installe. Pas encore de mains qui se cherchent, pas encore de baisers, mais des confidences à demi-mot, des silences qui n'ont plus besoin d'être comblés. Un soir, après avoir fermé l'atelier de peinture, il s'assoit sur le trottoir devant la vitrine, encore couvert de taches. La rue est calme. Les lumières de la ville commencent à scintiller. « Tu sais que j'ai failli tout plaquer il y a quelques mois ?» confie Arnaud. « Plaquer quoi ?»
Tout. L'entreprise Lyon, la France. Pour aller où? Je ne sais pas. J'avais des propositions à l'étranger. Mais j'ai Emma. Et je ne voulais pas en faire une enfant de valise. Camille hoche la tête. Moi aussi, j'ai eu envie de partir, parfois, en changeant juste de quartier, déjà. Mais Léo, l'école, les horaires, ils se taisent un moment. Je n'ai pas été un mari exemplaire, reprend-il. Je travaillais trop. Je croyais que ramener de l'argent suffisait. Ma femme me disait qu'elle se sentait seule dans sa vie à deux. Je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends un peu mieux. Vous êtes séparés depuis longtemps? 3 ans. Elle vit à Lille avec quelqu'un d'autre. On partage la garde. Tu t'entends bien avec elle? Il hésite. On fait ce qu'on peut. Comme tout le monde, résume Camille. Elle boit une gorgée d'eau. Moi, je n'ai plus de nouvelles du père de Léo depuis... Elle réfléchit. Je crois qu'il y a eu une carte, une fois, pour ces 2 ans. Ça ne te manque pas d'être 2 pour porter tout ça? Elle soupire. Si. Mais je crois que je préfère être seul que mal accompagné. Leurs regards se croisent. Dans celui d'Arnaud, il y a quelque chose de nouveau, une douceur assortie d'une prudence. Je ne te propose pas de porter tout ça à ta place, dit-il doucement. C'est déjà ça, répond-elle avec un demi-sourire. Mais, si un jour tu as envie qu'on porte un peu ensemble, je suis là. Elle détourne les yeux, émue. On verra. Les travaux s'achèvent enfin. Le jour de l'ouverture arrive. Un samedi matin de septembre, la vitrine affiche un nouveau nom, choisi après de longues discussions. 2e jour. Salon de thé. Pâtisserie. Pourquoi 2e jour? Demande un client curieux, en passant devant la veille de l'ouverture. Camille avait souri. Parce que le 1er jour, c'était l'incendie. Et qu'on a décidé que la vie ne s'arrêtait pas là. À l'intérieur, les murs sont jaune pâle, les tables en bois clair, quelques plantes dans des pots en métal. Une odeur de brioche chaude flotte dans l'air. Camille a dormi 3 heures, mais son énergie compense tout. Léo porte un tablier trop grand pour lui, Emma un carnet à la main pour noter les faux commandes. Arnaud arrive discrètement, apporte un bouquet de fleurs blanches. « On n'avait pas dit pas de fleurs ?» proteste-t-elle. « C'est un bouquet pour le comptoir. »« Ce n'est pas pour toi, » se défend-il, faussement vexé. Elle éclate de rire. Les premiers clients entrent, des voisins, des parents d'élèves, des bénévoles de l'association. Certains sont venus par curiosité, d'autres par soutien. Les compliments fusent. C'est délicieux. On se sent bien, ici. Camille passe de table en table, prend des commandes, apporte des cafés, discute. Arnaud la regarde, admiratif. Il la voit dans son élément, pleinement elle-même. Une femme qui n'est plus seulement la sinistrée du 14 février, ni la serveuse qui galère, mais une chef, une patronne, une créatrice de lieu. À un moment, Léo grimpe sur une chaise, tape avec une petite cuillère sur un verre. « J'ai un truc à dire. » Tout le monde se tourne vers lui, amusé. « Merci d'être venu dans le salon de ma maman. Elle a fait les meilleurs gâteaux de la terre entière et de l'espace même. » Rire. « Et merci à Arnaud, » ajoute-t-il. Camille se fige. Parce que sans lui, on aurait être encore été à l'hôtel. Un silence plus ému s'installe. Camille sent ses yeux piqués. Elle s'avance, prend la parole. « Merci Léo. » Elle se tourne vers les clients. « Merci à vous tous. Cette journée, je ne l'aurais jamais imaginée il y a 7 mois, quand je regardais notre appartement brûler dans la rue. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. » Elle marque une pause. Et puis il y a eu des gens, des bénévoles, des voisins, des assistantes sociales, et oui, un PDG. Quelques rires. Un PDG qui m'a tendu la main alors que j'avais envie de lui jeter des tartes à la figure. Elle jette un coup d'œil à Arnaud, qui rougit légèrement. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Les affaires, ça marche, ça ne marche pas, on verra.
Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis plus seulement celle qui a perdu tout en une nuit. Je suis aussi celle qui ouvre quelque chose, qui recommence. Elle respire. Et ça, c'est grâce à une seconde chance. Des applaudissements éclatent. Arnaud, dans un coin, sourit discrètement. La journée est intense. Le soir, après avoir fermé, rangé, nettoyé, Camille s'effondre sur une chaise, épuisée. « Tu as fait un carton », dit Arnaud en s'asseyant en face d'elle. « On verra sur la durée », répond-elle prudemment. « On verra », répète-t-il. Ils restent un moment en silence, dans le salon encore tiède. Tu sais que ce n'est pas la seule seconde chance dont il est question. Ce soir, murmure-t-il. Elle le regarde, interrogative. Quelle autre? Il prend une inspiration. La mienne. La tienne? Oui. Tu m'as... Il cherche. Tu m'as permis de faire quelque chose de bien avec un pouvoir qui, jusque-là, faisait surtout de gros chiffres. Tu m'as permis de me racheter un peu à mes propres yeux. Elle secoue la tête. Je ne suis pas là pour te pardonner ton passé, Arnaud. Je sais. Il s'approche un peu. Mais j'aimerais être là pour écrire un bout de ton futur. Elle sent son cœur battre plus fort. Tu parles comme dans un film. Se moque-t-elle doucement. Peu. Être. Tu veux quoi, exactement? Je ne veux pas être ton sauveur, ni ton patron, ni ton projet. Il marque une pause. Je veux être l'homme qui ferme le salon avec toi le soir, qui t'aide à porter les sacs de farine, qui se lève trop tôt pour faire des crêpes à Léo, qui écoute tes angoisses et qui partage les siennes. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, rit-elle, à moitié émue. Si. Dans une vie compliquée mais vraie, elle se lève, s'approche. J'ai peur, répète-t-elle. Moi aussi. Tu crois qu'on peut se donner une seconde chance, nous aussi? On peut essayer. Ils se regardent, longtemps. Puis, doucement, naturellement, leurs mains se rejoignent au-dessus du comptoir. Pas d'étincelle hollywoodienne. Juste une chaleur tranquille, une promesse. Quelques mois plus tard, un matin d'hiver, Lyon se réveille sous un ciel gris. Dans la vitrine de deuxième jour, des guirlandes lumineuses simples décorent le cadre. Des sablés en forme d'étoiles sont alignés. À l'intérieur, Camille sort une tarte flambant dorée du four. « Léo, tu peux aller accrocher le dessin de Noël, s'il te plaît. »« Oui. » Il se précipite, accroche sur le mur un dessin où on voit 4 silhouettes devant le salon. Lui, Emma, Camille, Arnaud. En dessous, en lettres appliquées, « Ma famille ». Arnaud arrive derrière, embrasse Camille sur la tempe. « Tu te souviens de la nuit de l'incendie ?» lui demande-t-il. « Je m'en souviendrai toute ma vie, » répond-elle. « Si quelqu'un t'avait dit ce soir-là qu'un an plus tard, tu serais dans ton propre salon de thé, avec ton fils, ma fille et moi. Je l'aurais traité de fou, » répond-elle en souriant. Et maintenant, elle le regarde. Maintenant, je me dis que parfois, pour tout perdre, il suffit d'une nuit. Elle marque une pause, caresse machinalement le bord du comptoir. Mais pour tout recommencer, on peut aussi compter sur une main tendue. Elle lui prend la main. Et sur notre propre courage. Arnaud serre ses doigts. Dans la rue, un client pousse la porte. La petite clochette tinte. « Bonjour », lance Camille, le sourire chaleureux. C'est peu, être ça, finalement. La seconde chance. Pas une vie parfaite, mais la possibilité, après avoir tout perdu, de se tenir à nouveau debout, entouré de gens qui, chacun à leur manière, ont choisi de rester.